C'est bon. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce MOOC numéro 3, où je suis ravi de vous accueillir avec Alexandra Guérin, notre Community Manager, qui participe également aux différentes séquences du MOOC. Et l'objectif à nouveau ce soir, c'est de répondre aux questions que vous avez pu déposer sur le forum et que Alexandra a présélectionnées, sachant que vous pouvez, dans le cadre de la petite fenêtre de dialogue, ne pas hésiter surtout à poser des questions complémentaires auxquelles on répondra si c'est possible. Voilà. Tu voulais faire une petite intro également, Alexandra? Simplement pour vous répéter, bon, enfin d'abord bonsoir à tous, bonsoir Guillaume. Euh, c'est simplement pour vous dire que donc on sélectionne les questions par rapport à leur pertinence, par rapport aussi au nombre de votes. Euh, donc surtout n'hésitez pas à voter et n'hésitez pas aussi à bien regarder si la question que vous vous posez a déjà été postée par quelqu'un d'autre. Comme ça, vous pouvez voter et nous, on voit que c'est une thématique particulièrement intéressante. Voilà, c'était l'élément que je voulais rappeler. Et l'autre chose, c'est que par rapport au live, au direct de la semaine dernière et de la semaine précédente, vous pouvez les retrouver en différé dans la section direct. Donc enregistrement en différé. Et aussi, à chaque fois après le MOOC, je poste quelques liens utiles dont on a parlé pendant la séquence, ce que je ferai également aujourd'hui si on a des liens intéressants. Des discussions qui nous font dire que voilà, s'il y a des actualités, des liens sur le site de la CNIL par exemple qui peuvent vous être utiles. Voilà. Quatre thématiques identifiées ce soir. Les transferts hors de l'Union européenne. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me mettre pile en face, désolée. Notification des failles de sécurité. Troisième thématique, conflit d'intérêts et d'IPO. Et dernière thématique, sachant que les deux dernières seront assez rapides, dernière thématique, audit et PIA, quelle différence? Voilà. À toi, Guillaume, pour commencer sur les transferts. Alors effectivement, le premier thème que tu as sélectionné et concerne toutes les problématiques relatives au transfert de données dans l'Union et puis en dehors de l'Union européenne. Il y a plusieurs séquences du MOOC qui sont consacrées à ces sujets. Et donc on voudrait les illustrer par trois questions qui ont été présélectionnées. La première que je vais lire nous demande de rappeler la liste des pays adhérents au RGPD depuis le 25 mai 2018. On nous précise, auparavant certains pays en Europe ne faisaient pas partie de la protection informatique et liberté. Même si cette question peut paraître simple, il me semble important d'en clarifier la liste. Alors effectivement, le principe qu'il faut retenir, c'est que grâce au RGPD, la circulation des données au sein de l'Union européenne est libre. Le RGPD, c'est un outil juridique qui est adopté par tous les pays membres de l'Union européenne. C'est ça le socle de pays concernés. Et encore une fois, ce RGPD, c'est une sorte de passeport européen, puisque tous les pays de l'Union européenne respectent ces dispositions, ont un même niveau de protection des données. La contrepartie pour les entreprises, c'est qu'elles peuvent librement échanger des données au sein de l'Union européenne, évidemment sous réserve de respecter les différents principes qui sont présentés dans le MOOC, mais le transfert en dehors de la France ne nécessite pas de formalité ou de démarche particulière. Alors, s'agissant des pays de l'Union européenne, il y a la question en ce moment, vous le savez, du Royaume-Uni, qui va probablement sortir à court ou moyen terme de l'Union. Donc là-dessus, vous pouvez trouver sur le site de la CNIL une petite note pas mal faite sur le Brexit, qui rappelle qu'au jour où le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne, eh bien, il va devenir ce qu'on appelle un pays tiers, et il faudra donc encadrer les transferts de données avec ce pays, comme s'il s'agissait d'un pays tiers, sauf si il y a un accord particulier qui a été trouvé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Ah, pardon. Mais pour l'instant, cet accord n'existe pas. Au-delà de l'Union européenne, il faut évoquer l'espace économique européen. Ce sont trois pays supplémentaires, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, qui, en fait, au travers d'accords très anciens avec l'Union européenne, en fait, adhèrent un peu au bloc juridique de l'Union européenne, de sorte que pour ces trois pays, on peut considérer qu'il y a aussi un principe de libre circulation des données. Et on s'arrête là. Ensuite, il peut y avoir des accords ponctuels qui sont adoptés entre l'Union européenne via la Commission européenne et certains pays établis en dehors de l'UE. Ce sont ces fameux pays dont on dit qu'ils ont un niveau de protection adéquat
et par exception, l'échange de données avec ces pays est également libre. Cette liste, elle est mise à jour régulièrement, on peut la consulter sur le site de la Commission européenne. On peut en réalité la consulter sur un site qui s'appelle Europa Data Protection. Donc sur un moteur de recherche, vous tapez Europa, protection des données, ça va vous renvoyer sur la page protection des données du site de la Commission européenne. Et puis je pense peut-être qu'on peut trouver aussi ces décisions maintenant sur le site du Comité européen à la protection des données. Alors de mémoire, il y avait le Japon qui devait assez prochainement bénéficier de cette adéquation. Je ne crois pas que ça soit encore le cas, mais pour être honnête, je l'ai pas vérifié là. Non, Euh, c'est le cas? ouais, c'est le cas. Ah bah très bien. Voilà. Donc il y a dans cette liste Japon. Alors cette liste, elle est petite, c'est une petite dizaine de pays. Et puis enfin, juste pour terminer cette question, dire que quand on veut échanger de la donnée dans un pays hors Union européenne qui ne dispose pas d'un niveau de protection adéquat, c'est-à-dire qui ne figure pas dans cette liste, bah, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés, que je rappelle, hein, les clauses contractuelles type, les BCR dont je vais dire un mot dans quelques cas. Il y a un dispositif particulier pour les États-Unis qu'on appelle le Privacy Shield, et tous ces outils qui en fait préexistaient au RGPD bah, sont toujours utilisables et doivent être mis à niveau parce que les textes qui encadrent ces différents outils, au départ, faisaient tous référence à l'ancienne directive européenne et au fil de l'eau, ces textes sont en train d'être mis à jour pour être cohérents avec le RGPD. Voilà, tu voulais peut-être ajouter quelque chose, non, sur cette question, Alexandra? Non, pas de... Non, je crois que tu as bien fait le tour de la question. Bon. Et alors juste pour compléter, on a une deuxième question qui nous demande d'indiquer ce que sont les BCR. Alors les BCR, c'est un terme anglais, ça veut dire Binding Corporate Rules, qu'on a traduit en français par règles contraignantes d'entreprise. Je pense qu'on en dit quelques mots, mais effectivement pas beaucoup, dans la séquence du MOOC consacrée à l'encadrement des transferts en dehors de l'Union. C'est un outil un peu particulier puisqu'il s'adresse à des groupes d'entreprises, c'est-à-dire des entités juridiques qui ont des intérêts capitalistiques entre elles. Et cet outil, en fait, c'est un outil qui vise à faciliter les transferts de données en dehors de l'Union européenne pour éviter à des groupes internationaux qui sont implantés partout dans le monde d'avoir à démultiplier la signature de clauses contractuelles type avec chaque entité juridique dans chaque pays hors de l'Union européenne. Ces clauses contractuelles type doivent contenir des annexes pour chaque finalité de traitement qui donne lieu à un transfert. Donc, pour éviter une maintenance en fait de tous ces contrats qui peut être très lourde, il y a cet outil qui permet à un groupe de rédiger une espèce de charte de protection des données personnelles. Et dès lors que les différentes entités du groupe établies partout dans le monde acceptent de se conformer à cette charte, qui en fait va reprendre les principes du RGPD, eh bien cette charte peut devenir le support pour encadrer les échanges de données en dehors de l'Union. C'est un des rares cas avec le RGPD en fait où on a maintenu une sorte de régime d'autorisation, puisque pour qu'un groupe d'entreprises puisse utiliser un BCR, il faut que ce document ait été autorisé par les régulateurs européens. Vous pourrez trouver de la même manière sur le site Europa que j'évoquais à l'instant la liste des entreprises qui aujourd'hui ont des BCR qui sont autorisés. Il y a une variante du BCR qu'on appelle le BCR sous-traitant, BCR Processor, qui permet à un groupe qui propose des activités de sous-traitance informatique eh bien, d'encadrer les traitements de données au sein de ce groupe. La petite nuance, c'est que là, ça implique des données sur des tiers, c'est-à-dire sur les clients de ces prestataires informatiques. C'est un outil très particulier qui finalement ne concerne que les grands groupes, hein, pour être honnête. Mais vous pourrez trouver sur le site d'Europa des modèles de BCR, des modèles de documents qui, même si on n'a pas vocation à les valider en tant que tels, peuvent être utiles pour monter un programme de conformité. Et puis pour terminer rapidement, troisième question où l'on nous demande d'éclairer la notion de principe de cohérence et on nous parle aussi du CEPD. On nous dit, est-ce que le CEPD et l'EDPS, c'est bien la même chose? Alors ça, c'est évoqué dans la séquence de Florence Rénal, qui est la responsable du service international de la CNIL, et qui explique effectivement qu'il y a des entités au niveau européen qui sont en charge des questions de protection des données, et ces deux entités sont différentes. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'EDPS, qui existe depuis un certain temps, qu'on traduirait en français par le contrôleur européen à la protection des données. Le contrôleur européen à la protection des données, c'est d'une certaine manière un espèce de super DPO pour le compte des institutions de l'Union européenne. Donc en fait,
Cette personne qui est entourée d'une équipe assez importante, son rôle, c'est de vérifier que tous les traitements mis en œuvre par l'Union européenne, qu'il s'agisse de la Commission, du Parlement, de toutes les entités de contrôle qui peuvent exister, vérifier que les administrations de l'Union européenne respectent les dispositions du RGPD. Donc c'est un super DPO, mais son rôle se limite à cela dans les textes, même si il faut bien dire qu'au cours des années précédentes, il a pris une importance assez considérable parce qu'il a beaucoup participé aux décisions sur la préparation du RGPD. Et aujourd'hui, il est membre d'une deuxième entité, mais qui n'a rien à voir, qui est donc le CEPD, le Comité européen à la protection des données. Et cette seconde entité, elle, a un rôle beaucoup plus important parce que c'est pas un super DPO, c'est une super CNIL. C'est finalement l'équivalent de la CNIL, mais au niveau de l'Union européenne. Alors, ce CEPD, c'est la nouvelle formule d'un groupe qui existait déjà auparavant, qu'on appelait le groupe de l'article 29, qui était une sorte de réunion régulière au cours de laquelle tous les régulateurs nationaux se réunissaient à Bruxelles, notamment pour adopter des positions communes et des recommandations. Et les textes qui étaient adoptés par le G29, qui sont toujours accessibles, étaient et restent très importants parce qu'ils permettent de comprendre quelles sont les positions communes des régulateurs européens sur un certain nombre de sujets. Et puis ça permet, quand on veut avoir une activité au niveau pan-européen, eh bien, de se sécuriser un petit peu sur l'interprétation que les régulateurs vont faire de manière commune des dispositions avant de la directive, maintenant du RGPD. La grande différence, c'est que le Comité européen de la protection des données, maintenant, il a un pouvoir contraignant. Et pour faire très simple, ce Comité européen de la protection des données, il aura la possibilité de trancher un litige entre plusieurs régulateurs nationaux qui n'arriveraient pas à se mettre d'accord. Dans le cadre de ce fameux mécanisme du contrôle de cohérence qui était évoqué dans cette question, il peut arriver que la CNIL, par exemple, ait à se mettre d'accord avec une autre autorité en Europe à l'occasion d'une plainte d'une personne fichée, à l'occasion de l'analyse de conformité sur un traitement qui bénéficierait du système de guichet unique. Eh bien, si les régulateurs n'arrivent pas à trouver une position commune, c'est le comité européen qui prendra cette décision. Et ce qu'on pense, c'est qu'au cours des prochaines années, ce comité va monter en puissance et va un peu supplanter les régulateurs nationaux sur les questions les plus importantes. D'où d'ailleurs des messages que la CNIL a pu adresser au cours des dernières années dans lesquels elle disait qu'elle s'inquiétait un peu d'une espèce de perte de pouvoir, mais c'est tout le sens du RGPD que de maintenant avoir pour ambition de régler les questions importantes au niveau pan-européen. Ce comité européen de la protection des données, pour terminer, il a un site internet que vous pouvez consulter, sur lequel vous y trouverez notamment toutes les décisions qui sont adoptées. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut y retrouver déjà toutes les anciennes décisions du G29 concernant l'interprétation du RGPD. Voilà ce que je pouvais indiquer. Super. On peut dire aussi qu'il y a des lignes directrices qui ont été adoptées par le CEPD et qui aident vraiment à la compréhension, notamment sur le DPO par exemple. Et là, récemment, ont été adoptées aussi des lignes directrices sur les codes de conduite, la certification, sur les décisions automatisées, sur les PIA justement, les notifications de failles de sécurité. Le CEPD a repris des travaux qui avaient été commencés euh, après l'adoption du règlement et avant la réelle existence du CEPD. Et donc, il y a vraiment des éléments très intéressants. Je pense notamment aux failles de sécurité, puisque c'était la deuxième thématique de ce soir. Mais allez voir cet avis, le WP 250, ça s'appelle, c'est le nom de l'opinion, le nom de l'avis. Si vraiment vous avez des problématiques particulières sur les failles de sécurité, les violations de données, vous avez aussi de la CNIL, mais vous avez aussi cet avis et des informations qui sont fournies par le CEPD, qui peuvent être très utiles. Alors, sur ma thématique des notifications de failles de sécurité, donc, deux questions. Je vais vous lire les deux questions et je vais les traiter ensemble. La première question, c'est la notification d'une violation pour la CNIL se fait dans les meilleurs délais ou dans un délai de 72 heures. Et la deuxième question, c'est une personne qui nous dit « Je me dirige vers vous pour un renseignement, car c'est la première fois que cela arrive et je voudrais pas faire d'erreur. Nous avons reçu un courrier d'une société
à qui nous avons acheté une moto qui nous signale s'être fait voler un ordinateur portable avec des données personnelles qui nous concernent. On nous signale également que l'incident a été notifié auprès de l'autorité de protection des données compétente. Dois-je quand même déclarer l'incident de mon côté? Donc, reprenons depuis le départ. Donc, une violation de données, on appelle couramment une faille de sécurité, même si c'est un raccourci un peu facile. Qu'est-ce que c'est? C'est des informations qui ont été divulguées ou qui risquent d'être divulguées et qui pourraient présenter un risque, un risque pour les droits et les droits et libertés d'une personne physique. Alors, quand on a dit ça, on comprend pas forcément, mais on va reprendre l'exemple de l'ordinateur portable de la dame, qui, je trouve, est assez clair et qui est le cas le plus significatif qui peut arriver dans toute entreprise. Donc, ça peut être l'ordinateur portable. On peut penser aussi à une clé USB, par exemple, où vous auriez une base de données à caractère personnel. Donc, dans ce cas-là, vous êtes une société, vous avez perdu un ordinateur portable, vous aviez une base de données. Qu'est-ce que vous devez faire? Si effectivement la base de données est en clair et l'ordinateur portable, par exemple, il n'y a pas de mot de passe, donc n'importe qui peut retrouver cette base de données, avoir accès à ces informations, par exemple avec des données de clients. Alors, on va imaginer le pire du pire, hein. Vous avez des données financières dessus. Vous avez par exemple les numéros de carte bancaire, ce que vous ne devriez pas avoir, mais imaginons vraiment le pire scénario de base perdu. Donc, vous devez informer la CNIL dans les 72 heures. Ça, c'est une certitude. Alors, 70 heures après avoir pris connaissance, c'est-à-dire à partir du moment où vous savez que cet ordinateur portable qui contenait cette base a été perdu ou volé, par exemple. Vous pouvez être dans une notification échelonnée. Qu'est-ce que c'est qu'une notification échelonnée? C'est, par exemple, j'ai un certain nombre d'informations, je crois avoir perdu cet ordinateur portable, j'en suis quasiment sûre. Mais je suis pas complètement sûre des informations que contenait cet ordinateur portable. Par exemple, je ne sais pas exactement combien de données quel est le volume de données qui était sur cet ordinateur portable. Est-ce que la personne avait des droits sur toute la base? Quel est exactement l'étendue des dégâts, d'une certaine manière? Vous allez faire une notification échelonnée. Vous allez donc notifier à la CNIL, dans un premier temps. Vous allez dire, voilà, j'ai perdu cet ordinateur, voilà ce que je pense avoir perdu. Et puis, vous allez transmettre d'autres informations dans un second temps, dans les meilleurs délais. Donc, dites-vous, en termes de notification, 72 heures, ça c'est votre délai. Et après, vous pouvez transmettre des informations supplémentaires. Sachez que si vous notifiez pas dans les 72 heures, vous allez devoir expliquer les motifs de votre retard. Donc, et ça va vous mettre dans une position toujours un peu plus inconfortable. Surtout, et ça c'est un petit conseil, ne notifiez pas tout et n'importe quoi. Vérifiez bien si vous rentrez dans le cadre de ce qui est considéré comme un risque pour la CNIL. Et ça, c'est là où je vous parlais de cet avis qu'on appelle le WP 250 sur le site du CEPD, que vous trouvez aussi sur le site de la CNIL, qui vous donne tout un tas d'exemples, par exemple. Maintenant, si on reprend l'exemple de cette dame qui a reçu ce courrier, pourquoi elle a reçu ce courrier alors que c'était pas sa base de données? Elle a acheté une moto, c'est la société de moto qui a perdu la base et elle lui envoie ce courrier. Pourquoi elle le reçoit? Parce que c'est une personne concernée. Donc, vous, en tant que société, vous allez informer les personnes concernées, vos clients, dans ce cas de figure, si il y a un risque élevé pour elles. Donc, c'est là où il y a un deux temps. C'est la CNIL, c'est systématique. Dès lors qu'il y a un risque, vous allez notifier à la CNIL dans les 72 heures. Et vous allez notifier aux personnes dans les meilleurs délais, dès lors qu'il y a un risque élevé pour elles. Quelle pourrait être la différence, par exemple, entre la CNIL, la notification à la CNIL et la notification aux personnes? Par exemple, vous avez perdu une base de données avec des adresses email. On peut imaginer que dans ce cas-là, vous allez notifier à la CNIL.
mais que vous allez peut-être pas avoir besoin de notifier aux personnes parce qu'il n'y a pas forcément un risque élevé pour ces personnes. Donc c'est là où vous allez faire une distinction et vous allez dans deux temps. Sachez que la CNIL peut vous dire, vous n'avez pas notifié aux personnes, mais vous devez notifier aux personnes. On considère que là, il y a un risque élevé. Euh, Quand cette dame, elle reçoit ce courrier de la société, c'est parce que c'est la société qui a subi une faille, une violation. Donc c'est tout à fait normal qu'elle l'informe. Ce qui ne nous est pas précisé dans dans ce message, c'est qu'en principe, la société doit expliquer quelles sont les conséquences. Typiquement, vous avez perdu, la société a perdu, avait des mots de passe qui étaient affichés en clair. On a eu des grandes failles comme ça qui ont été très connues dans les médias. Je pense à LinkedIn il y a quelques années, euh, donc ou à Yahoo par exemple. Donc là, vous avez des mots de passe qui ont été divulgués. Et là, la société, elle va vous envoyer un message pour vous dire attention, on vient de voir que votre mot de passe avait été divulgué. Euh, on vous conseille de le modifier. Enfin, on a réinitialisé. En principe, c'est comme ça que ça fonctionne. On réinitialise directement tous les mots de passe. Donc, vous devez maintenant faire telle et telle démarche pour pouvoir avoir un nouveau mot de passe. Donc ça va être les conséquences que la société va expliquer. Donc, dans ce message, on ne sait pas exactement ce que la société a pu dire. En tout cas, en tant que personne concernée, vous n'avez pas d'autres démarches à faire. C'est la société qui va notifier auprès de la CNIL. Vous, en tant que personne concernée, bah, vous constatez, vous pouvez demander des éléments, des précisions à la société en question. Vous pouvez potentiellement porter plainte auprès de la CNIL en disant qu'il y a eu un défaut de sécurité. Mais en tout cas, vous n'avez pas de démarche particulière à faire. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette question. Je vous ai ajouté, Guillaume? Non. Alors, quatrième question pour toi. Conflit d'intérêt et d'IPO. Alors le sujet suivant concerne les questions statutaires relatives au métier de délégué à la protection des données. Bon, là aussi, vous trouverez un certain nombre d'éléments dans le MOOC hein, sur le DPO. Il est clair que le délégué à la protection des données, pour pouvoir exercer les missions qui sont prévues par le RGPD, il doit répondre à un certain nombre de contraintes statutaires. C'est-à-dire, on ne peut pas désigner n'importe qui comme étant dans une entreprise le délégué à la protection des données. Et si on ne fait pas attention à ces questions statutaires, on peut se trouver en difficulté. Et d'ailleurs, c'est probablement une source de contentieux qui va se développer à l'avenir. Tout comme avant, quand on ne déclarait pas son traitement à la CNIL, eh bien, ça pouvait être un motif de sanction par la CNIL ou par le juge. Il y a notamment beaucoup de décisions de jurisprudence, par exemple en matière de salariés qui ont considéré que des licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse parce que les traitements informatiques qui étaient utilisés pour démontrer l'existence d'une faute reposaient sur des traitements donc, qui n'étaient pas déclarés à la CNIL. Donc aujourd'hui, les déclarations, c'est fini, mais à la place, il y a le délégué et toutes les diligences qu'il doit accomplir. Et ce que l'on peut supposer, c'est que dans l'avenir, eh bien, il y aura du contentieux pour savoir si le délégué, dans le cadre de ses diligences, il respectait bien toutes les contraintes statutaires auxquelles il est astreint, et on peut tout à fait imaginer qu'une décision de la CNIL ou du juge vienne annuler l'utilisation d'un traitement, dire que ce traitement n'était pas légal, au motif qu'il n'a pas été mis en œuvre dans des conditions satisfaisantes, par exemple sur cette question. Alors c'est vrai que statutaire, ce sont des règles de compétences, hein. Le RGPD prévoit que le délégué il doit disposer des bonnes compétences, il doit bien connaître notamment le cadre juridique applicable. Ce sont des questions aussi de moyens qui sont donnés aux délégués. Et puis, c'est cette fameuse question des conflits d'intérêts. Parce qu'il est effectivement dit dans le RGPD, et c'est la question qui nous est posée, hein, que je vais lire rapidement, il est mentionné dans le chapitre du MOOC S5.1, un conflit d'intérêts si le DSI est nommé délégué. Quid de très petites entreprises lorsqu'il y a un homme à tout faire, entre guillemets, pour l'ensemble des sujets techniques. Donc effectivement, ce que dit le RGPD, c'est que quand le délégué travaille à temps partiel, c'est-à-dire qu'en fait, de manière concurrente à ses fonctions de délégué, il occupe d'autres fonctions dans l'entreprise, il ne faut pas que ces deux fonctions soient en conflit d'intérêts. Et pour résumer, la logique, c'est de dire que le délégué à la protection des données, qui est là pour faire du contrôle de conformité, qui est là pour s'assurer que les systèmes d'information qui sont mis en œuvre
sont bien conformes aux règles applicables en matière de protection des données, bah, il ne peut pas par ailleurs avoir dans l'entreprise ou dans l'administration d'autres fonctions qui seraient incompatibles, qui seraient en conflit d'intérêts, parce que ces fonctions conduiraient à créer des traitements ou à les alimenter. En gros, l'idée, c'est on ne peut pas être à la fois juge et partie. On ne peut pas, par exemple, être totalement impliqué dans la création d'un traitement de gestion des ressources humaines, d'un traitement de contrôle individuel d'activité, comme par exemple un système de pointeuse biométrique, et puis en même temps être celui qui va aller dire si ce traitement est conforme ou pas au RGPD. Donc il y a ce contrôle de conflit d'intérêt qui doit être effectué. La notion de conflit d'intérêt, c'est une notion où il est important de comprendre que ce qui compte, c'est l'apparence. Parce qu'en réalité, on peut tout à fait imaginer un salarié d'une entreprise qui serait à la fois désigné, délégué à la protection des données, et puis par exemple DSI, hein, comme dans l'exemple qui nous est donné, directeur des systèmes d'information, et qui serait de parfaite bonne foi, et qui aurait la capacité, avec le lobe gauche de son cerveau, de faire du contrôle de conformité de protection des données, puis le lobe droit de son cerveau, de concevoir et mettre en œuvre une politique de sécurité des systèmes d'information et des traitements de données. Sauf que le problème, c'est que vis-à-vis des personnes fichées, eh bien, il y aura toujours un doute sur le niveau d'indépendance de ce délégué. Donc aujourd'hui, ces règles de conflit d'intérêts qui sont pas très précises, hein, dans le RGPD, puisqu'il y a juste une règle de principe qui est il ne faut pas de situation de conflit d'intérêt. Elles ont été un peu développées par la CNIL sous l'ancien système du SIL, parce qu'en fait les règles de ce point de vue-là n'ont pas changé. Le premier point, c'est qu'on ne peut pas être responsable de traitement et délégué à la protection des données. C'est le premier niveau absolu d'incompatibilité. Et le deuxième niveau, qui est plutôt bien explicité dans les lignes directrices que tu évoquais tout à l'heure, Alexandra, du G29, qui ont été reprises par le CE, par le Comité européen de la protection des données sur le DPO, que je vous invite à consulter. En fait, on nous explique qu'une situation de conflit d'intérêt va probablement survenir lorsqu'un manager de l'entreprise qui est directement impliqué dans des opérations de collecte et de traitement de données serait par ailleurs délégué. Donc typiquement un DSI qui va avoir la main sur le système d'information, qui va participer probablement à tous les projets de création de traitement, on va considérer qu'il est en situation de conflit d'intérêt parce qu'il est un manager reconnu dans l'organigramme de l'entreprise comme ayant parmi ses missions des tâches importantes de traitement de collecte de données. Un, un membre du service informatique ne serait pas forcément exposé de la même manière parce qu'on considérerait que il n'est pas manager du service en question. Voilà, de la même manière, un DRH, ça paraît compliqué qu'il soit délégué à la protection des données, un responsable de service client de la même manière. À l'inverse, des fonctions support, quelqu'un qui travaille au secrétariat général, qui travaille à la direction de la conformité, au service juridique, ça peut a priori moins poser moins de problèmes en termes de conflit d'intérêts. Et du coup, dans les petites structures, là où il y a très peu de monde, c'est vrai que parfois c'est compliqué de trouver quelqu'un qui à la fois va exercer ses missions seulement à temps partiel, mais qui en même temps n'est pas impliqué par ailleurs dans la création de traitements de données. Malheureusement, dans les petites structures, il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est quand on trouve vraiment personne qui ait un niveau d'indépendance suffisant, eh bien de faire appel à un délégué externe, puisque avec le RGPD, on peut désigner dans tous les cas, il n'y a pas de règle particulière, un prestataire de service en fait qui pourrait agir en tant que délégué. Cette question des conflits d'intérêts, c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir se pencher au cours des prochaines années parce que pour l'instant, elle est assez peu explicitée dans les textes. Les textes français, par exemple, ne sont venus apporter aucune précision, hein, sur ces questions, et pourtant ça va générer probablement du contentieux à l'avenir. Peut-être juste une petite chose, c'est de faut aussi rappeler que il n'y a pas systématiquement besoin d'un DPO dans toutes les entreprises. Donc il y a aussi la première question à se poser, c'est déjà est-ce qu'on a besoin d'avoir un DPO au sens du RGPD? Parce que souvent il y a cette idée que tout le monde doit avoir un DPO, mais c'est pas forcément le cas. Donc il faut déjà bien se poser la question des critères. Et effectivement, quand on n'a pas le choix, après il y a l'externalisation. On a une question sur ce sujet. Un courtier en assurance pourrait-il exercer cette fonction à l'image des courtiers qui font du conseil en QSE, qualité, sécurité, environnement?
Bah, ce qui est sûr, c'est que cette règle de conflit d'intérêt, elle s'applique à tous les délégués, qu'ils soient internes ou externes. Donc même si je suis un prestataire de service externe, je vais devoir, quand je vais accomplir des missions de délégué pour certains clients, m'assurer que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt par rapport à ses propres clients ou par rapport à d'autres clients. Euh, je- alors sur cette question, je sais pas, il faudrait y réfléchir. Un autre exemple, c'est celui des avocats. Par exemple, un avocat ne peut pas à la fois être désigné délégué à la protection des données et en même temps représenter le responsable de traitement devant un juge ou devant la CNIL quand il y a des contentieux. Il doit choisir parce que sinon il y aurait cette même situation de conflit d'intérêt. Donc c'est vraiment un raisonnement au cas par cas en fait, hein. Tout à fait. Et c'est pas une question facile. Alors, dernière question qu'on a sélectionnée ce soir, c'est l'audit et PIA, quelle différence? Bien que les cas et conditions de mise en œuvre et les suites soient différents, tels que la nécessité de saisir la CNIL si perdurent des risques résiduels élevés pour les personnes concernées en cas de PIA, les démarches semblent similaires, voire identiques. Peut-on identifier des particularités propres à chacune d'elles? Et question subsidiaire, risque élevé, article 36 du RGPD. La notion est particulièrement floue, peut-on la préciser? Alors, je vais répondre rapidement. L'audit et le PIA, c'est pas du même niveau, c'est pas exactement le même exercice. Le PIA, qu'on appelle l'analyse d'impact hein, en français, déjà c'est une obligation dans le RGPD quand on a un traitement qui est susceptible de présenter des risques. Donc, il y a des cas bien déterminés. On a encore une fois des lignes directrices sur ce sujet. On a aussi des listes nationales. La CNIL a publié une liste des traitements qui devaient systématiquement faire l'objet d'un PIA. On a des critères et on sait que si on remplit au moins 2 des critères, on doit faire un PIA. Bon, ça, je vous renvoie au premier direct qu'on avait fait et sur lequel on avait parlé des PIA. Là où c'est différent de l'audit, c'est que le PIA, vous avez vraiment une méthodologie, vous avez des obligations et c'est préalable à la mise en œuvre du traitement. Si on devait comparer, le PIA, c'est l'exercice que faisaient les responsables de traitement avant, quand il y avait le système d'autorisation préalable, ils allaient voir la CNIL, ils remplissaient un formulaire, il y avait des questions avec la CNIL, et la CNIL en tirait un certain nombre de conséquences. Le PIA, c'est à peu près la même chose, sauf que là, vous n'avez pas la chance de discuter avec des experts de la CNIL, donc vous devez de vous-même trouver les questions et les réponses. C'est là où, à mon sens, le PIA est un exercice beaucoup plus difficile à faire, notamment si vous n'avez pas de DPO en interne, si vous n'avez pas de gens qui sont qualifiés. La différence avec l'audit, c'est que l'audit, pour le coup, vous êtes beaucoup plus libre. L'audit, vous avez différents types d'audits et l'objectif de l'audit, c'est de constater. Donc, vous allez être dans une logique de constat. Par exemple, vous venez de prendre vos fonctions de DPO et vous allez diligenter un audit. Soit vous allez le faire vous-même, soit vous allez demander à une équipe d'auditeurs interne ou une équipe d'auditeurs externe. Et on va vous expliquer à un instant T, voilà la situation de l'entreprise. Ça, c'est une première option. Vous pouvez faire aussi des audits pour vérifier la conformité. Je vous donne un exemple pratique. Vous avez demandé à la direction des ressources humaines de remplir le registre et vous avez travaillé avec ces équipes-là et vous avez maintenant un registre, notamment sur la partie ressources humaines. Et vous allez, par exemple, diligenter un audit pour savoir si les pratiques des ressources humaines correspondent à ce que vous avez dans votre registre, par exemple. Donc, vous allez dans une logique de constat. Donc, effectivement, il y a des similitudes avec le PIA, mais les logiques qui sous-tendent les deux exercices sont très, très différentes. Maintenant, sur la question du risque élevé, la notion est particulièrement floue, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile. On en a déjà parlé dans le premier direct. Je vous renvoie à un guide que la CNIL a fait sur la méthodologie du PIA. Vous avez toute une section qui s'appelle Qu'est-ce qu'un risque en matière de vie privée? Et ça peut vous aider. On vous explique par exemple qu'il faut identifier les sources de risque, savoir quel est l'événement redouté. Par exemple, la source de risque, ça va être l'ordinateur portable avec la base de données. Quel est l'événement redouté? Bah, par exemple, ça va être la perte et le vol. Et puis, quels peuvent être les impacts si cet événement se réalise? Bah, par exemple, si vous avez énormément de données,
un fichier client et vous avez même, ça peut être aussi des données de santé, si quelqu'un accède à cette base, eh ben, vous pouvez avoir des problèmes pour la personne, il peut y avoir des risques d'usurpation d'identité, des problématiques financières, etc. Donc, vous avez raison, c'est une notion floue, et je ne peux que vous inviter à vraiment étudier les guides de la CNIL sur le sujet, puisque c'est là où vous avez des exemples pratiques. Et retournez aussi voir ces avis du CEPD dont on parlait, sur le PIA, sur les failles de sécurité, parce que ça vous fournit aussi des exemples pratiques. Et c'est avec les exemples pratiques qu'on arrive à faire l'exercice. C'est vrai que la grande différence entre PIA et audit, c'est quand même le moment. C'est-à-dire que le PIA, c'est vraiment en amont, au stade où on va essayer de faire en sorte qu'un nouveau projet informatique soit conforme aux dispositions du RGPD, protège les données personnelles des personnes concernées. Et puis l'audit, il vient plutôt en aval, à la limite, pour vérifier si tous les engagements qui ont été pris dans le PIA sont bien respectés en pratique. Donc le PIA, on est un peu dans une logique de conseil. Quand on est délégué à la protection des données, l'audit, on est plus dans une logique de contrôle. Ouais. Voilà, bah, le temps passe très vite parce qu'il est déjà 19h40. Donc les demi-heures, la demi-heure consacrée au direct est quasiment terminée. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité que tu voulais évoquer, Alexandra? Je voulais juste rappeler que nous avions, enfin que le site de la CNIL, enfin que vous trouvez sur le site de la CNIL un kit pour les développeurs. Je crois qu'on n'en a pas encore parlé, euh, qui peut être utile pour vos équipes ou si vous-même vous êtes développeur. La CNIL a essayé enfin essaye actuellement vraiment d'accompagner les développeurs, les designers. Il y a une grosse initiative de la CNIL qui est, à mon avis, enfin à ma connaissance, unique en Europe de la part d'une autorité, de vraiment travailler sur le design, ce qu'on appelle le legal design, c'est-à-dire comment faire en sorte que euh, le, la manière dont sont euh, conceptualisées les applications, par exemple, ça puisse offrir une information claire aux personnes, que le consentement soit clair dès la conception, mais aussi visuellement par le design. Donc voilà, allez voir ce kit si ce sujet vous intéresse, parce que c'est vraiment très utile. Merci. Pour ce qui me concerne, je n'avais pas d'éléments d'actualité à évoquer, mais en revanche, dire que effectivement, au-delà des dispositions du RGPD, de la loi française, quand on exerce une activité de délégué à la protection des données ou de référent informatique et liberté, pour bien comprendre le cadre applicable, au-delà des textes, il faut beaucoup aller regarder ce que disent les régulateurs. Donc pour la France, les décisions de la CNIL, maintenant aussi les décisions du Comité européen à la protection des données. Et donc il faut régulièrement consulter les sites de ces régulateurs. Et à ce sujet, je voulais rappeler l'existence d'une base dont je ne suis pas sûr qu'on ait parlé dans le MOOC, qui vient compléter en fait le site internet de la CNIL. Et il y a la base Légifrance. Vous savez que Légifrance, hein, c'est le site internet sur lequel on va trouver tous les textes de loi, les textes réglementaires publiés au journal officiel. Si sur un moteur de recherche vous tapez Légifrance CNIL, vous allez atterrir sur le moteur de recherche de toutes les décisions de la CNIL qui sont publiées au journal officiel ou sur Légifrance. Et il y a dans cet outil notamment un moteur de recherche très performant qui, en utilisant des mots-clés, vont vous permettre de trouver toutes les décisions qui ont pu être adoptées au cours des dernières années par la CNIL, et notamment, par exemple, toutes les décisions d'autorisation, de refus d'autorisation qui avaient été adoptées au cours des années précédentes sous l'ancien régime. Alors certes, le système d'autorisation n'existe plus, mais ça a été l'occasion pour la CNIL, sur tout un tas de sujets, de développer une doctrine en matière de lutte contre la fraude, de biométrie. Et quand on est confronté à des questions auxquelles on ne trouve pas forcément de réponse, eh bien cette base de données, ça peut être une mine d'informations. Donc j'encourage ceux que cela intéresse à aller la consulter. Mm. Une ressource Voilà. très utile. Bon, je rajouterai tout ça sur le petit post avec les liens utiles. Vous pourrez tout retrouver. Merci beaucoup. Et du coup, désormais, on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier Hangout, notre dernier direct, qui aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, jeudi prochain, à 18h30.
Et j'en ai pas encore parlé à Alexandra, donc je vais pas trop en parler tout de suite, mais peut-être que le direct durera quelques minutes de plus parce que on aura peut-être la chance d'avoir un diplômé du certificat de spécialisation délégué à la protection des données du CNAM qui viendra pendant 5 minutes nous parler un petit peu de son expérience. Et de la même manière, je profiterai de ce dernier direct la semaine prochaine pour très rapidement indiquer à ceux qui souhaitent, au-delà du MOOC, continuer à apprendre sur ces sujets, continuer à développer des compétences, quelles sont les sources d'informations utiles et comment le CNAM peut, le cas échéant, les accompagner sur ces sujets. Voilà. Super. Eh Bon, ben, bah, à très merci beaucoup à bientôt. tous. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous, bonne soirée Alexandra. À la semaine Au prochaine. revoir.